Bonjour à tous, merci beaucoup à la Fondation de nous donner l'opportunité de vous raconter un peu cette histoire. Alors c'est vraiment une histoire que, en tout cas, je vais commencer à vous raconter. C'est une histoire qui commence et j'espère qu'il va aller le plus loin possible. Donc au laboratoire, on s'intéresse à l'étude des récepteurs nucléaires qui sont vraiment le relais en fait, de toutes les hormones sécostéroïdiennes et stéroïdiennes, donc, dont la vitamine D, qu'on peut voir... Voilà, qui est ici, donc, qui est l'hormone du soleil. Donc la vitamine D, elle va être produite après exposition au soleil. Donc on va avoir la vitamine D qui va être hydroxylée à la fois dans le foie et dans le rein pour donner sa forme bioactive, la 1,25-dihydroxyvitamine D3. Et cette hormone sécostéroïdienne, elle est très importante puisque c'est vraiment le régulateur clé de l'homéostasie calcique. Le calcium qui est très important pour l'intégrité osseuse, comme neurotransmetteur, etc. Et en fait, cette vitamine D, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réguler l'absorption calcique, réguler la réabsorption calcique et, dans certains cas, la résorption calcique, pour maintenir donc, des niveaux de calcium à des niveaux très finement régulés et qui, eux-mêmes, vont réguler donc, au niveau des glandes parathyroïdiennes l'hormone parathyroïdienne qui, elle, va augmenter la synthèse de l'enzyme qui régule la production d'un 25D3, donc on voit très bien qu'on a une loupe très finement régulée pour maintenir ces niveaux de calcium sérique. De plus, la vitamine D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle régule elle-même son enzyme de dégradation pour continuer de réguler, avoir un feedback négatif pour éliminer plus facilement donc, la vitamine D bioactive. Donc comment la vitamine D fonctionne? Donc par son récepteur nucléaire, avec un domaine de liaison du ligand et un domaine de liaison à l'ADN qui va se lier au niveau des zones régulatrices des gènes cibles pour contrôler donc, l'expression de gènes principalement impliqués donc, dans l'homéostasie calcique. Alors, le rôle important de la vitamine D dans le calcium, on le connaît depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, puisque les premiers patients avec des défauts de vitamine D étaient les patients rachitiques. Donc on sait qu'une perte de l'expression du récepteur par des mutations ponctuelles donc, entraîne un rachitisme, de même que des mutations ponctuelles au niveau de l'enzyme qui synthétise la vitamine D ou alors du domaine de liaison du ligand induit également un rachitisme. Et à l'époque, au laboratoire, on s'était intéressé, donc, grâce aussi à nos collaborations avec la structure, quelles étaient les différences entre une souris qui n'avait pas le récepteur, donc des souris VDR nulles, et des souris qui avaient une seule mutation ponctuelle, donc un variant, qui empêchait la vitamine D bioactive de se lier. Et en faisant ça, ce qu'on a mis en évidence, alors je vous le fais très rapidement, mais on a montré que, contrairement à ce qui était pensé en clinique, ce n'est pas les patients qui ont une mutation qui entraîne la perte du récepteur qui sont les plus sévères, qui ont les phénotypes les plus sévères, mais plutôt les patients qui ont une mutation ponctuelle, puisque ce récepteur qui ne peut plus lier la vitamine D bioactive va quand même se lier à l'ADN pour cette fois-ci réprimer de manière assez importante l'expression de gènes cibles et donc induire une hypocalcémie sévère et également des problèmes osseux. Et ce qui était très intéressant avec cette mutation-là, c'est qu'on a montré qu'avec un analogue de la vitamine D bien spécifique, on pouvait restaurer l'activité du récepteur pour induire de nouveau des phénomènes normaux. Donc ici, on avait montré que la sévérité des défauts de l'homéostasie phosphocalcique et osseux était plus importante donc chez les patients qui avaient ces mutations-là. Alors pour nous, c'était très intéressant à l'époque parce que on changeait le paradoxe clinique. Donc ce qu'on a fait, c'est que en collaboration avec la SAD Connectus, on avait une nouvelle famille d'analogues de la vitamine D. Et grâce à notre collaboration avec Natacha Rochelle, on connaissait un peu les mutations identifiées chez les patients atteints de rachitisme. Donc on a regardé si cet analogue pouvait être intéressant pour traiter donc, les patients qui avaient ce type de mutation. Et rapidement, vous pouvez voir ici que n'importe quel type de mutation qui avait été identifié chez les patients, on était capable de restaurer l'activité. On a déposé un brevet, on était très contents, et là, on a pris notre téléphone. Là, je tiens à remercier Pierre-Anthony qui nous a tout de suite mis en contact avec Agnès Linglard de la filière Oscar. Et donc, on a téléphoné à Agnès, on a dit « Oui, bonjour, c'est super, donc on a un paradoxe clinique qui change, on a potentiellement un analogue, etc. » Donc, Agnès, très gentille, a dit « Très bien, c'est très intéressant, mais bon, le rachitisme, c'est quand même très, très rare. » Donc on continue à discuter, puis elle nous sensibilise sur les hypersensibilités à la vitamine D. Alors ça, moi ça faisait
presque une dizaine d'années que j'étais dans le domaine, mais là, je me suis dit, tiens, les hypersensibilités, je ne connais pas trop. Donc, on a commencé à discuter. Et en fait, ces hypersensibilités, qu'est-ce que c'est? C'est certains variants qui vont dans certaines voies de signalisation, donc notamment des variants de CYP24.1 qui ont été identifiés en 2011, qui vont induire donc, des niveaux élevés de vitamine D et donc une hypercalcémie qui va entraîner un retard de croissance, des fragilités osseuses, mais surtout des dysfonctions rénales. Ces dysfonctions rénales qui vont entraîner de forts problèmes de croissance chez les patients et qui peut emmener jusqu'à la perte complète et la dialyse. Pas d'épidémiologie à ce jour, donc on y reviendra. Seulement 3 variants identifiés, mais ces 3 variants représentent seulement 10%. Traitement des diurétiques, du fluconazole pour inhiber de manière complètement inspécifique les enzymes qui produisent la vitamine D, et des biphosphonates pour essayer de contrecarrer l'hypercalcémie. Mais on voit tout de suite, en regardant ces 3 drogues, que ça ne cible pas du tout les voies de signalisation de la vitamine D. Donc ici, la solution, c'était vraiment de trouver une molécule qui pouvait agir directement sur le récepteur. Toujours grâce à notre collaboration avec Natacha Rochelle, on est retourné donc, dans la plus de centaine d'analogues qui est à notre disposition, et on a identifié cette molécule, le ZK, qui était connue. Elle était connue puisqu'elle avait été brevetée fin des années 90, où c'était une famille qui avait à la fois des agonistes et des antagonistes, mais surtout, en y revenant, je la connaissais puisque c'était mon directeur de thèse qui l'avait caractérisée, qui avait montré qu'effectivement, elle pouvait agir comme un antagoniste. Natacha, avec Daniela Rovito, qui était une étudiante, une chercheuse postdoctorante dans notre laboratoire, a montré qu'effectivement, en faisant la structure 3D et des gènes rapporteurs dans les cellules intestinales, que cet analogue était un antagoniste, mais aucune donnée in vivo n'était disponible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en collaboration avec Arnaud Molin à Caen, donc on a réussi à obtenir, grâce à ce patient qui a gentiment accepté de nous donner un petit bout de peau pour générer des fibroblastes, donc on a montré qu'effectivement, dans des fibroblastes de patients normaux, on augmentait ce gène cible de la vitamine D et qu'en présence donc, de notre molécule ZK, on bloquait cette induction. Et la même chose chez le patient, et on peut voir que la réponse à la vitamine D était même plus importante. Donc on est allé chez la souris, et cette fois-ci, donc, on a induit une hypercalcémie, donc une intoxication à la vitamine D, et on a traité pendant 2 jours avec le ZK. Donc ce qu'on a vu au 5e jour, c'est qu'effectivement, on avait une hypercalcémie très importante, puisqu'en grisé, ici, c'est la fenêtre de normocalcémie. Et qu'en traitant avec 2 jours avec le ZK, on normalisait ces niveaux de sérum calcique, mais surtout, on normalisait le feedback également, puisque l'hypercalcémie induisait donc la perte des niveaux de PTH qu'on restaurait également. Donc, à travers ce travail, on a également montré le mécanisme d'action du ZK, qui était assez original et qui ouvrait de nouvelles voies pour l'activité des récepteurs nucléaires, donc qui a été publié récemment dans Nature Communication, mais surtout, c'était un candidat médicament pour l'hypercalcémie idiopathique infantile. Donc là, on est allé vers l'INSERM, vers le CNRS, vers la SAT Connectus. Et là, on a eu des problèmes puisqu'on n'avait pas d'épidémiologie. La propriété intellectuelle était difficile puisqu'il y avait un brevet qui avait été déjà déposé. Donc là, dans ce cas-là, c'était un peu le téléphone pleure. Mais heureusement, donc, vraiment, Agnès et Oscar nous ont soutenus en disant il faut y aller, il y a des problèmes, ces patients, ces enfants, ils souffrent, on n'a pas de traitement. Donc on a réussi quand même à déposer un brevet avec l'Université de Strasbourg. Et c'est à ce moment-là où le Club POC est arrivé. Et grâce justement à Christine, qui nous a aussi soutenus, et Laura Benkimoun, on a rencontré, donc, on a été mis en contact avec Home Bioscience juste avant le confinement. Donc c'est la 2e fois, c'est la première fois qu'on s'est vu, c'est hier avec Magali. Et donc je vais laisser Magali du coup présenter maintenant Home Bioscience. Donc effectivement, la première fois qu'on a rencontré le projet, qu'on a rencontré Gilles et Daniel, c'était à l'occasion d'une de ces sessions du Club POC. Alors, déjà peut-être quelques mots sur qui est Home Bioscience, parce qu'on est un animal un petit peu nouveau dans l'écosystème français. Home Bioscience, donc c'est une société que j'ai cofondée en 2020, juste aussi au moment du confinement, tout s'est passé à ce moment-là.
Et c'est un nouveau modèle de société de biotech qui a pour vocation de cofonder avec des scientifiques, des académiques, des Tech Transfer Office, de cofonder des sociétés de biotechnologie centrées sur un projet, une technologie, une science, autour de laquelle on estime qu'évidemment, il y a un potentiel, une opportunité d'amener des solutions thérapeutiques pour les patients, une innovation qui est évidemment derrière. Et ce que Home Biosciences assemble dès le départ et travaille vraiment main dans la main avec les scientifiques, qui sont ceux qui connaissent bien la science qu'ils ont développée, les technologies qu'ils ont développées. On réfléchit à quel est le bon modèle qui va vraiment permettre de maximiser le potentiel de cette science, dans une perspective évidemment de développer des thérapies innovantes. Comment on peut articuler toute la complexité d'un plan de développement qui n'est pas nécessairement quelque chose que le scientifique, le chercheur appréhende dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité, avec toutes les expertises qui sont nécessaires pour aller jusqu'au développement clinique et jusqu'à l'accès aux patients. Comment on crée aussi un chemin qui va permettre de créer de la valeur au fur et à mesure et avec les besoins afférents en termes de financement qui vont être liés. Et donc, quelle est la bonne stratégie de financement qui, à long terme, va permettre de mener le projet jusqu'au bout. Et ensuite, on se pose la question, une fois qu'on a cette feuille de route un peu opérationnelle, de quelles vont être les expertises absolument nécessaires à chaque étape de la vie de cette société, parce qu'on va créer une société à chaque fois autour du projet. L'idée étant, Home Biosciences va être le seul financeur au début, donc on va décharger toute la complexité de recherche de financement, de gestion d'investisseurs multiples, etc., pour des jeunes sociétés où la science est encore à ses balbutiements et où on n'a pas encore établi une preuve de concept du modèle. On essaye de protéger au maximum une équipe qui va être totalement dédiée sur l'opérationnel. Donc ça, c'est le modèle de Home Biosciences. On a déjà cofondé une première société avec l'Institut Curie dans ce sens. Et l'idée aujourd'hui, avec le projet hypercalcémie, c'est de potentiellement créer une deuxième société. Donc nous, on est en train de constituer, d'assembler un pipeline de projets avec l'idée à chaque fois de structurer une biotech autour du projet. Dans les 4-5 ans qui viennent, l'idée c'est d'en créer 4 ou 5. Donc, quelques mots sur la manière dont on a travaillé avec Gilles, Daniel, Agnès, d'autres cliniciens depuis cette rencontre à travers le Club POC. Gilles a mentionné, il y avait des difficultés sur lesquelles on s'est attelé dès le début. La première étant la propriété intellectuelle, le brevet sur une molécule. Alors, ce n'est pas du repositionnement parce que la molécule n'avait jamais été développée, mais il y avait cette complexité d'être sur un brevet d'indication et donc de réfléchir à une stratégie de pays qui tiennent la route, qui soient suffisamment solides pour permettre le développement derrière du projet. On a commencé à travailler et on continue à travailler notamment avec la filière Oscar à mieux définir et mieux caractériser l'épidémiologie qui, comme le disait Gilles, elle est encore mal connue aujourd'hui, aussi du fait de ces mutations qui ont été récemment identifiées et dont on sait qu'elles ne concernent qu'une petite partie finalement des patients concernés. Et donc la réflexion évidemment qui va avec sur quels seraient les contours d'un développement clinique pour une preuve de concept chez l'homme, sur quelle population de patients, comment on va les identifier, comment on travaille avec les filières pour justement avoir cette file active de patients qui pourront bénéficier de ces thérapies. Tout le travail aussi évidemment sur tout le reste de la feuille de route vers un développement clinique, que ce soit autour de développement d'un procédé de fabrication, quelles sont les études réglementaires non cliniques qu'on va devoir mener, qu'est-ce qu'on peut commencer à dérisquer à travers des études dans les modèles animaux sur lesquels travaille Gilles.
évidemment, la perspective de préparation du dossier réglementaire, avec tout ce qui est aussi Orphan Drug Designation, etc. Donc c'est tout ce travail qui est en cours, et où il y a tous les acteurs qui sont autour de la table, donc outre l'équipe de Home Biosciences et évidemment l'équipe scientifique, les cliniciens qu'on a impliqués dans le projet, l'ASAD Connectus, avec qui on travaille, parce ils portent encore la propriété intellectuelle, et on a travaillé avec eux également aussi sur des questions de procédés de production, etc., pour tous ensemble accélérer au maximum et poursuivre ce projet vers un développement clinique et pharmaceutique. Donc, juste quelques mots, je laisserai Gilles conclure. Les travaux au sein de l'équipe de recherche ne s'arrêtent pas là, et l'idée, c'est pas de transférer le bébé et que l'équipe scientifique travaille sur complètement autre chose. Évidemment, il y a leur propre intérêt scientifique, parce qu'ils ont d'autres choses à aller explorer autour de ces modèles, de cette pathologie et de cette approche. Et du coup, c'est l'occasion aussi de travailler ensemble sur quelles seraient les données qui peuvent être générées encore au labo sur les modèles qu'ils ont, sur la base de leur expertise, pour accélérer et soutenir le développement pharmaceutique et clinique à venir. Ça peut aller depuis aller mieux définir les effets thérapeutiques du ZK au-delà des niveaux de calcium, aller essayer d'explorer s'il n'y a pas d'autres choses, explorer éventuellement s'il y a des effets secondaires, même si on est quand même très serein sur le profil de safety pour le coup de cette approche thérapeutique. Travailler toujours à mieux caractériser les voies de signalisation de la vitamine D, et travailler aussi sur l'évolution de la pathologie, comme je disais, sur d'autres atteintes que l'hypercalcémie, et peut-être mieux caractériser aussi les atteintes au niveau du rein ou des os. On travaille aussi toujours avec la filière Oscar, et on va essayer d'accélérer au maximum tout ce qui est travaux sur registre de patients, ou mieux caractériser la filière de patients. Tu voulais peut-être dire quelques mots sur les... Je dis juste un dernier mot. Je n'ai pas commenté les figures. Non, c'est même pas les... Ouais, il y a les figures, mais non, ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, donc, ce projet-là, on a réussi à avoir des financements ANR. On a reçu aussi le soutien de la Fondation Maladies Rares. On a aussi le soutien d'Oscar. Et tout ça, ça nous permet vraiment maintenant, avec le support d'Home Bioscience, de vraiment avoir quelque chose qui va de la caractérisation, donc comme le disait Magali, où là on a vraiment un modèle maintenant d'hypercalcémie avec des atteintes au niveau rénal, et ça va vraiment nous permettre à la fois donc de consolider le côté industriel, on va dire, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de solide et dérisqué, mais aussi nous, d'un point de vue scientifique, de vraiment mieux comprendre toutes ces voies et comment l'évolution peut aller. Et ça, c'est vraiment là où on arrive à retrouver les deux approches, et on est vraiment complémentaires. Et donc, je voudrais encore remercier la Fondation pour son soutien. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, qui continuent encore à ce projet. On les a cités. Bon, bien sûr, je remercie Daniela, qui a fait la plupart de ses études avec le soutien de Régis. Tous les anciens, donc tous nos collaborateurs qui sont vraiment importants, et bien sûr aujourd'hui donc les cliniciens experts qui nous accompagnent, la filière Oscar, la Fondation, la SAT et tous nos financements, et je vous remercie pour votre attention.